y aller. Mesdames et messieurs, nous sommes au kiosque de Voile Québec du Salon du bateau 2011 à Place Bonaventure. Je m'appelle Louis Hardy et comme vice-président aux communications de Voile Québec, j'ai le plaisir, pendant toute la durée de ce salon, d'animer le Salon des athlètes. À l'intérieur du Salon du bateau, il y a le Salon des athlètes. C'est une initiative de notre vice-président promotion, Daniel Lévesque, qui veut donner le plus de visibilité possible à tous ceux et celles qui, au Québec, tentent de tenir haut, si vous voulez, le flambeau de la course au large. Parce que nous avons de magnifiques flambeaux pour faire de la course au large au Québec. Il faut le savoir. Et nous avons des sportifs également qui veulent se lancer sur ces flambeaux. Et notre intention, c'est que vous en entendiez parler de plus en plus au cours des prochains mois et des prochaines années. Pour animer et pour co-animer ce deuxième segment de notre Salon des athlètes, j'invite Daniel Lévesque. Daniel Lévesque, un nom bien connu dans le domaine de la course au large. Bonjour Daniel. Bonjour Louis, comment allez-vous? Très bien. Daniel, tout d'abord, félicitations pour cette initiative du Salon des athlètes de Voile Québec, ici au Salon du bateau. Les gens vont nous dire pourquoi éviter Daniel Lévesque au Salon des athlètes. Il y a une bonne carrure, mais il n'est pas athlète. Par contre, grâce à votre site Voile en ligne, vous tentez de suivre tous les jours de l'année, tous nos athlètes, où qu'ils soient en course au large. Nous avons chemin avec vous il y a quelques temps pour se venir des Antilles. C'est un Québécois qui participe à des régates dans le sud. Quel était cette athlète et quel était son programme de course auquel il participait? C'était la Key West Week et nous avions là-bas un groupe de Québécois sur le voilier Vénétie 47-7 du lac Champlain, situé par Jean-Pierre Turgeon. Et celui qui m'a téléphoné, lui, c'était Antoine Lacasse, qui est sur le bateau et qui est, entre guillemets, barman. Ça, c'est comme le pont sur le bateau de Jean-Pierre Turgeon. Ils ont participé à la Key West Week et également à la Fort Lauderdale Key West Race. Et ça s'est quand même bien passé. Ils ont eu quelques petits pépins, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Lors des deux courses, ils ont fini troisième de leur course. Alors ça veut dire que le milieu de la voile de compétition au Québec vous connaît. Ces gens-là veulent qu'on parle d'eux sur le site Voile en ligne, bien sûr. C'est un progrès, évidemment, parce que c'était pas le sport qui était le plus médiatisé au Québec, la voile de façon générale. Et on peut le dire, ce n'était pas au Québec. Il faudrait peut-être faire un petit peu d'historique, si vous voulez, la couverture médiatique de ce sport qui, souvent par définition, se déroule au large, donc loin des caméras, vraiment évidemment technologiquement moins avancé que notre époque. Alors, ça s'est développé comment, médiatiquement, si vous voulez, la couverture de la course au large? En fait, le développement médiatique s'est fait depuis quelques années. Beaucoup en Europe. En Europe, on a vu un immense bouleversement du milieu de la course au large qui est passé en quelques années seulement d'un sport obscur pratiqué par quelques amants de liberté à un sport qui aujourd'hui est pratiqué par des professionnels et avec un équipement à la fine pointe de la technologie. À l'époque, il y avait que des Français et des Britanniques qui faisaient de la course au large. Si on revient aux années 60 et 70, maintenant, c'est partout. C'est partout. On retrouve maintenant plusieurs équipes, par exemple, dans la Volvo Ocean Race, qui est une des courses les plus médiatisées. Ils ont bâti, par exemple, à Alicante, un PC de course, qu'on appelle un poste de commandement de course, qui est semblable au poste de commandement de la NASA à Houston. Ça donne une idée des nouveautés et des investissements maintenant dont font l'objet le milieu de la course au large. Et ces courses, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans la couverture de la course? Ce sont des salles de presse, ce sont des moyens technologiques qui permettent aux journalistes de communiquer avec les gens qui sont sur la mer? Absolument, ce sont des salles de presse, mais c'est aussi des endroits qui sont ouverts au public et tous les gens peuvent suivre la course. Il y a dans le poste de commandement de course de la Volvo Ocean Race à Alicante 18 écrans géants pour suivre les moindres mouvements des bateaux qui sont en mer.
Et il faut dire que c'est une course Volvo Chevreuil, il faut le préciser, c'est une course autour du monde, en équipage, sur des bateaux de 60 pieds, je crois, c'est ça. Et avec escale. Avec escale, oui. Ce sont des bateaux extrêmement difficiles à manier. Les équipages sont de 12 personnes à bord. C'est extrêmement physique, extrêmement demandant. Ces gars-là font fonctionner des bateaux à 35 000 vents. Les gars fonctionnent sous speed. Avec la voile ballon, ça va tu peux éclater à tout moment. C'est vraiment très spectaculaire et depuis quelques années, ça a été bouleversé justement par cet apport médiatique qui est substantiel. Caméra embarquée maintenant, images embarquées, relayées via satellite par au poste de commandement. Tout évidemment, on alimente tous les médias à travers le monde qui s'intéressent à la course. C'est vraiment un bouleversement majeur. Là, on parle de course en équipage. Est-ce que ces choses-là sont possibles aussi pour les grandes courses en solitaire? Et quand on parle de course en solitaire, on parle de la plus grande, le Vendée Globe. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on voit des images de ces gens qui sont en solitaire, qui ont à manœuvrer le bateau, assurer leur survie, et qui réussissent quand même à faire parvenir des images au texte des courses? Tout à fait. Le Vendée Globe, en fait, le dernier Vendée Globe a vu le nombre d'internautes exploser. Ici, justement, je dirais la clé de voûte du changement quant à la couverture médiatique des courses au large vient essentiellement de l'Internet, de l'avènement maintenant qui fait en sorte qu'on peut suivre des courses via Internet, on peut avoir des relevés de position à tous les 4 heures, suivre les coureurs. Il y a des vacations à tous les matins et donc on peut parler aux coureurs, des équipes de journalistes sur place au PC de commandement qui contactent les coureurs et qui réalisent des entrevues avec eux pendant qu'ils sont en mer, en plus d'avoir des images embarquées que les coureurs font parvenir au PC de course. Alors c'est vraiment, ça a changé beaucoup. Et évidemment, ça a changé parce qu'à l'époque, si on se souvient de ces courses-là, pour les marins français, la seule façon de rentrer en contact avec le continent, c'était, avec le pays, avec la France, c'était de les rejoindre par radio, ce qu'on appelle la radio PMU. Il fallait appeler la station de relais qui était Saint-Lys Radio dans le sud de la France. Et là, il fallait que Saint-Lys compose le numéro de téléphone de la personne à qui vous vouliez parler. C'était très compliqué. Il y avait des vacations qui étaient organisées aussi. C'était pas que c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Et il n'y a pas seulement que le côté médiatique qui a changé aussi, il y a tout le côté technique, la technologie, les bateaux ne sont plus faits de la même façon depuis certaines tragédies, dont celle entre autres qui malheureusement a emporté l'un de nos plus illustres marins ici au Québec, Jimmy Wolfe. Le milieu de la course au large s'est ajusté. Il y a eu des bouleversements au niveau de la sécurité qui ont été très importants. On a entre autres maintenant ce qu'on appelle des rollover tests en anglais, c'est-à-dire des tests de retournement. Et ce sont des tests, oui, qui permettent de vérifier la stabilité, le couple de redressement des bateaux et qui garantissent aux marins une certaine sécurité en mer. Maintenant, les cahiers de charge en matière de sécurité sont ça de fait. Alors ça a changé beaucoup et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de marins en perdition en mer. Il y en a eu un qui s'est blessé lors du dernier Vendée Globe très sérieusement, mais a pu être secouru tout de même par la marine occidentale. Donc, ça a changé énormément et pour le mieux. Effectivement, il s'était fracturé le fémur. Non seulement comment il a fait pour survivre dans son bateau dans des douleurs atroces jusqu'à temps qu'il soit secouru, on se demande comment il peut rester comme ça. C'est à peine incroyable quand on pense parce que ça a été vraiment 4 jours d'angoisse. D'agonie aussi. Et presque d'agonie parce que moi j'ai parlé avec quelques patrouilleurs de ski qui ont l'habitude de ce genre de blessures. Et je peux vous dire, oui, que la plupart d'entre eux m'ont dit, écoutez, une blessure comme ça, là, les gens hurlent quand on va les chercher. Alors, lui, il a été contraint de passer 4 jours dans son bateau
Et 4 jours, là, blessé très sérieusement, couché dans sa balance. Il n'était même pas en mesure de se lever pour aller chercher ses médicaments, sa morphine qui aurait pu justement le soulager. Alors c'est dire jusqu'à quel point là, il y a parfois des épisodes malheureux de détresse en mer qui sont extrêmes. Hélas, on en a vécu un lors du dernier Vendée Globe. On espère que ce genre d'incident se fera toujours de plus en plus rare.